Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année et peut-être que justement parmi les projets que vous avez envie de créer votre micro-entreprise pour vous installer comme magnétiseur officiellement, professionnellement. Et justement la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous aider dans vos démarches administratives pour que ce soit le plus compréhensible pour vous, le plus accessible et que vous partiez avec une bonne base, avec les informations essentielles. On commence tout de suite. Alors tout d'abord, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon, donc je reçois mon cabinet en séance individuelle et je fais des formations en ligne ou en présentiel pour vous aider à développer vos capacités et à savoir en faire usage. Donc capacités que ce soit le magnétisme, la clairvoyance, voilà, j'ai développé différents outils pour vous aider à prendre en main et à développer vos capacités. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc c'est peut-être l'occasion pour vous d'aller vous préparer votre boisson chaude préférée, en tout cas votre boisson du moment préférée et un cahier et de quoi prendre des notes si nécessaire. Sachant que je vous ai préparé un petit guide, un PDF que vous pourrez ensuite télécharger donc via le lien que je vous mets sous cette vidéo. Le but, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour que vous ayez le plus de choses sous la main et qu'après soit plus facile d'aller faire un zoom, d'aller chercher des informations plus précises. Ici je ne vais pas pouvoir être exhaustif, c'est pas une masterclass de 6 heures, c'est une vidéo YouTube et j'essaye de vous donner un maximum d'éléments, que vous partiez dans la bonne direction et que vous évitiez certains écueils, parce que j'en ai eu et je vous les partagerai. Donc moi je suis magnétiseuse et j'ai été en micro-entreprise pendant plusieurs années. Ma première fois où j'ai créé ma micro-entreprise c'était en 2013 et après je l'ai stoppée parce que j'étais en congé maternité, donc c'était plus simple au niveau administratif de tout simplement faire une cessation d'activité et j'ai ensuite relancé la création de la micro-entreprise donc en mai 2017. Donc ici dans ce que je vous ai préparé, on va parler tout simplement déjà de c'est quoi la micro-entreprise, parce que c'est un petit peu, il faut comprendre ce que c'est. Donc une micro-entreprise, c'est tout simplement une entreprise individuelle, donc comme vous avez votre artisan du BTP, votre électricien, voilà, qui va être à son compte. Une entreprise individuelle, ça peut concerner les commerçants, les artisans, les professions libérales, donc les magnétiseurs, nous, on est profession libérale non réglementée, donc rien à voir avec les cadres de professions médicales qui sont, elles, réglementées. Une micro-entreprise, c'est donc une entreprise individuelle qui a un régime fiscal de micro-entreprise et qui a un régime social micro-social. Ça veut dire tout simplement qu'on a des avantages, une simplification, un allègement en termes de démarches administratives, de comptabilité, de déclaration de notre chiffre d'affaires, du paiement de nos charges sociales. Mais on a d'autres petits inconvénients comme le fait qu'on ne peut pas défalquer nos charges professionnelles. Ça veut dire que si vous refaites à neuf une salle, une pièce pour vos soins, si vous achetez une table de massage, des draps, des plaids, du mobilier pour votre salle, tout ça vous ne pourrez pas le déduire, mais on verra d'une certaine manière comment les choses se compensent au niveau du paiement de vos impôts quand vous faites votre déclaration de revenus. Donc quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes une entreprise individuelle, et il me semble que c'est depuis le 1er mai 2022, vous devez accoler au nom de l'entreprise que vous allez créer. Moi j'ai créé mon entreprise au nom de Lucie Sarrazin parce que c'était tout simplement plus simple qu'elle soit à mon nom, mais il y a des entreprises individuelles qui vont porter d'autres noms. Ça peut être les mains qui soignent, les mains d'or, voilà, charge à vous, voilà, vous êtes libre de créer le nom de votre entreprise et après le nom du gérant de l'entreprise, c'est votre nom à vous. Et donc depuis, je disais, il me semble le 1er mai 2022, on doit faire spécifier sur nos factures, sur notre communication, nos envois de mails, courriers, etc. Le mot justement entreprise individuelle. Alors on a 4 choix, soit on fait EI, le nom de l'entreprise, donc moi c'est EI Lucie Sarrazin, mais j'avais le choix avec les 3 autres options, vous allez voir, Lucie Sarrazin EI, ou entreprise individuelle Lucie Sarrazin, ou Lucie Sarrazin entreprise individuelle. Moi j'ai fait simple, j'ai fait EI Lucie Sarrazin. Donc très souvent quand j'écris EI en majuscule dans mes mails, tout le monde pense que j'ai écrit EL, mais non, c'est bien EI. Voilà, c'est la petite blague. Des fois je reçois, du coup quand les personnes envoient des chèques pour les réservations de stage, j'ai EL Lucie Sarrazin.
Bon, bah, je corrige, je mets EI sur le chèque et ça passe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une micro-entreprise, eh bien c'est une entreprise individuelle, c'est juste que vous n'êtes pas aux frais réels, vous n'êtes pas au régime réel, vous êtes au régime des micro-entreprises, au régime social, micro-social. Donc je le disais, magnétiseur c'est une profession libérale, de ce fait vous dépendez au niveau de votre caisse à laquelle vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations sociales. Vous dépendez de l'URSSAF et le centre des formalités, en fait, le centre qui va gérer, qui va administrer votre dossier de création d'entreprise, de modification ou de cessation, c'est et l'URSSAF et le CFE, donc le centre des formalités des entreprises. Si vous aviez été artisan, vous auriez dépendu de la Chambre des arts et des métiers, si vous étiez commerçant, de la Chambre des commerces et de l'industrie, la CCI. Donc pour faire votre déclaration de micro-entreprise, voilà, pour que concrètement elle existe sur le plan légal, vous allez passer par ce que l'on appelle le guichet unique. Donc c'est un portail que l'État a créé, c'est totalement gratuit, ça c'est vraiment important, j'ai tellement vu de sites moi à l'époque qui demandaient de l'argent en échange de la création d'entreprise, et donc ça, sachez que c'est forcément une arnaque. Ça a toujours été gratuit de créer sa micro-entreprise et ça le sera a priori toujours. Donc vous allez passer par le guichet unique, donc moi je vais vous montrer. Donc le lien, je vous l'ai mis ici en bas là, sur le PDF, formalité.entreprise.gouv.fr, ça vous renvoie sur ce site-là. Ensuite vous cliquez sur déclarer, ça vous met sur cette page de connexion. Donc si vous avez déjà un compte, s'identifier avec France Connect, donc à partir du moment où vous avez un compte aux impôts, vous pouvez vous connecter via France Connect. Après ça peut être via votre plateforme de CPM, de MSA, ou aussi si vous avez créé votre identité numérique. Donc vous utilisez ça, moi je me suis déjà connectée et ça vous fait atterrir systématiquement sur ensuite cette page-là. Alors peut-être qu'avant il y aura une page d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il vous redemande de revérifier vos informations personnelles, date de naissance, adresse, email, etc. Vous regardez, vous lisez si c'est bien complet et si c'est bien actualisé, vous validez et vous atterrisserez ensuite sur cette page. Donc là on est dans la colonne bleue entreprise et ce sera tout simplement déposer une formalité de création d'entreprise. Donc il faudra suivre pas à pas ce que va vous demander le site du guichet unique. Et en fait, je vous ai remis le récap que vous propose le site de l'URSSAF. Et vous voyez, étape 1, je déclare mon activité au guichet unique. Donc vous suivez les informations. En deuxième, vous effectuez les démarches sur le site de l'URSSAF parce qu'en fait, il faudra créer un compte sur les URSSAF et c'est là où vous ferez votre demande d'ACRE. C'est une demande d'aide. Donc ça, c'est à faire à la création d'entreprise, mais on en reparle juste après. Et donc, vous suivez étape par étape jusqu'à ce que vous receviez officiellement votre petit CERFA qui vous dit que votre entreprise elle est bien créée. Et la date de création, c'est le jour où vous avez fait la demande sur le guichet unique. Donc, si vous avez fait votre demande, admettons, le 10 janvier, mais que vous ne recevez les papiers que le 30 janvier, votre date de création, ce sera bien le 10 janvier, donc si vous avez encaissé de l'argent à partir de cette date-là, ce sera de l'argent qu'il va falloir déclarer et qu'il faudra donc déclarer sur le site de l'URSSAF. Donc vous allez faire votre création de micro-entreprise via le guichet unique. Ensuite, le site de l'URSSAF, je vous le mets aussi ici, pour que vous soyez sûr d'atterrir sur le bon site. Et là, vous irez sur « Je n'ai pas encore de compte », vous allez mettre un SIRET. Si vous avez déjà votre immatriculation qui vous est donnée au moment où vous avez fait votre dépôt de dossier sur le guichet unique, où en général il demande le numéro de sécurité sociale, vous créez votre compte sur le site de l'URSSAF, et là, si l'URSSAF vous le demande, il faudra faire votre demande d'aide. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, parce que ça c'est vraiment important. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise, et ça vous permet d'avoir un allègement de vos charges sociales. En temps normal, on paye 21,1% de charges sociales en micro-entreprise pour les professions libérales. Je rappelle, on est uniquement dans le contexte des professions libérales en micro-entreprise. Et donc selon votre situation, vous allez peut-être pouvoir bénéficier de l'ACRE, et je crois, de mémoire, je n'ai pas vérifié, que c'est à peu près des charges à 11% la première année. On est à peu près là-dessus, puisque en quoi consiste l'ACRE? Le bénéficiaire de l'ACRE profite d'une exonération de 50% sur ses cotisations sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre civil,
suivant la date d'immatriculation de l'entreprise. Donc ça vous fait quasiment 1 an. Et ça vous permet d'avoir moins de charges en fait, et donc d'avoir plus de trésorerie, plus d'argent finalement à injecter dans votre activité ou à injecter en tant que salaire, voilà, en tant que revenu. Donc si vous êtes déjà à Pôle emploi, si vous avez déjà des indemnités chômage, vous pourrez forcément bénéficier de l'ACRE. Après ça dépend aussi de vos sources de revenus, donc informez-vous auprès de Pôle emploi ou auprès de la CAF, mais moi je vous laisse lire ce que je vous ai mis ici sur le PDF, et je mets toujours mes sources du coup, sinon vous allez sur le site du servicepublic.fr et voilà, qui est en bas de cette page. Ça peut être une aide et vous permettre d'avoir plus d'argent pour faire autre chose, soit investir, soit tout simplement avoir un peu plus d'argent pour vous. Donc les charges que vous allez avoir à payer en tant que micro-entrepreneur, c'est essentiellement, le gros, ce sont vos charges sociales, qui s'élèvent à 21,1% de votre chiffre d'affaires. Donc sur 100 €, vous payez 21,10 € de charges. Et c'est toujours proportionnel au chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Et juste pour la précision, votre chiffre d'affaires, c'est toutes les recettes que vous avez encaissées, et c'est tout. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déduire de vos recettes vos achats, même professionnels. Si vous avez acheté de quoi retaper votre salle pour faire votre salle de soins, si vous avez acheté une table de massage, un peu de mobilier, des outils, de la bureautique, etc. Rien de tout ça ne peut être déduit de vos recettes. Ça, c'est l'inconvénient quand on est en micro-entreprise. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Donc quand vous faites votre déclaration sur le site des URSSAF, après plus tard, que vous, mensuellement ou trimestriellement, ça faudra choisir, important. Moi, j'ai choisi le mode trimestriel, c'est-à-dire que tous les 3 mois, je déclare mon chiffre d'affaires, et donc tous les 3 mois, je paye mes charges sociales. Et moi, c'est moins redondant, ça revient moins vite, et ça me permet, j'y consacre un petit peu plus de temps, mais finalement, comme ça revient moins souvent, j'optimise, ça me fait une meilleure organisation. Donc lorsque vous allez déclarer votre entreprise, on va vous demander, est-ce que vous voulez donc déclarer mensuellement ou trimestriellement votre chiffre d'affaires, sous-entendu derrière, est-ce que vous voulez payer mensuellement ou trimestriellement vos charges? Voilà, c'est ça que ça implique. Donc justement, vous ne paierez qu'en fonction de ce que vous avez déclaré. Donc c'est ça le gros avantage de la micro-entreprise, contrairement à une entreprise individuelle qui fonctionne au régime réel, qui là, peu importe son chiffre d'affaires la première année, elle doit payer un certain montant que l'URSSAF va déterminer, et aussi par rapport aux informations qu'on va communiquer, mais des fois en fait on a la régule des charges l'année d'après, et des fois ça peut être une grosse régule, et là on se fait un petit peu taper sur la tête, et donc voilà, au moins ici en micro-entreprise, vous êtes sûr de payer juste au niveau de vos charges sociales, et de ne pas avoir de régule plus tard, donc vous savez clairement, vous pouvez comptabiliser clairement, anticiper facilement à combien vont être vos charges, puisque c'est 21,1% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, dans les charges, vous avez la CFP, la contribution à la formation professionnelle. Donc là, je ne vous l'ai pas mis sur le PDF, c'est 0,2%, donc c'est pas très très élevé. Et c'est tout comme quand en salariat, vous avez une cotisation aussi pour le fonds de formation, et vous avez votre compte CPF. Quand on est entrepreneur à son compte, on peut aussi se faire prendre en charge pour certaines formations, et du coup, on paye la CFP. Et nous, dans le bien-être, on est rattaché au FIFPL. Donc attention, lorsque vous faites une déclaration, si à un moment donné, donc déclaration de micro-entreprise, si à un moment donné, on vous demande à quelle caisse de fonds de formation vous êtes rattaché, il faut bien cocher FIFPL. En tout cas, il ne faut pas dire la CIPAV. Tout comme lorsque, logiquement, ça doit se faire automatiquement. Du coup, si votre déclaration de micro-entreprise a été faite correctement au guichet unique, l'URSSAF doit ensuite bien vous rattacher au FIFPL. Mais quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires sur le site des URSSAF ensuite, et que vous allez donc cliquer dans la case « Je déclare mes prestations de services en tant que profession libérale », ça doit pas vous mettre justement le taux qui correspond à la CIPAV, mais au FIFPL.
Ça, il y a juste à lire, c'est indiqué en fait. Si vous voyez que automatiquement vous êtes rattaché sur la ligne de la CIPAV quand vous faites votre déclaration, c'est qu'il y a un problème. Et il faut, dans ces cas-là, vous écrivez par la boîte mail électronique sur le site de l'URSSAF, vous écrivez à l'URSSAF pour dire « je dépends du FIFPL ». Parce que si en fait vous cotisez à la CIPAV alors que c'est pas la bonne caisse, et qu'un jour vous demandez une prise en charge de fonds de formation, la CIPAV va vous dire « mais vous ne dépendez pas de nous ». Et comme vous n'aurez pas cotisé au FIFPL, vous ne pourrez pas vous faire prendre en charge votre formation. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une information, par exemple, que j'avais eue auprès de l'UPSME. C'est une association avec des juristes, en fait, et qui communique plein d'informations très utiles sur le statut des micro-entreprises. Donc, je vous remets aussi le lien en description de cette vidéo. Ça vous permettra d'aller voir leur site, de vous abonner à leur newsletter, qui est très pratique, et qui vous donne les informations en temps réel, et qui vous informe quand il y a une modification au niveau du régime de la micro-entreprise. Donc voilà pour les petites infos. Et la troisième charge qui concerne les micro-entreprises, c'est la CFE. Donc là, c'est le même sigle que le premier dont j'ai parlé, Centre de formalité des entreprises. Sauf qu'ici, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça veut dire que si vous utilisez un local pour exercer votre activité professionnelle, les impôts font un calcul par rapport à la valeur locative du lieu que vous utilisez. Donc c'est pas une grosse taxe. J'avais regardé, on va regarder ensemble sur internet, je vous ai mis ici le rappel. Donc c'est calculé par rapport au chiffre d'affaires de l'année N-2. Donc ça veut dire que déjà de fait la première année vous êtes exonéré, et ensuite en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la commune aussi, ça va forcément concerner la commune, c'est un peu comme une sorte de taxe d'habitation, mais bon, c'est par rapport à la valeur locative de votre commune, du coup ça peut monter. Mon cabinet fait 13 mètres carrés. Donc j'ai déclaré aux impôts que j'utilisais ce cabinet à titre professionnel, et donc 13 mètres carrés, et donc je paye 313 €. Donc maintenant on va parler d'un sujet que tout le monde aime, les impôts. Et là c'est vraiment important, moi j'aurais aimé être bien conseillée, parce que en fait pendant 2 ans je me suis retrouvée à payer beaucoup plus d'impôts que ce que je n'aurais dû, c'est-à-dire que j'aurais dû prendre l'option de versement libératoire, parce qu'en fait j'y avais droit, et que par rapport au revenu de mon foyer, c'était plus avantageux que d'être directement imposé sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires que je déclarais. On va détailler un petit peu tout ça. En fonction de votre revenu fiscal de référence, vous aurez le droit ou pas de prendre cette option du versement libératoire. Donc là, je vais sur le site justement des impôts pour ça. Donc si vous êtes une personne seule et que votre revenu de référence ne dépasse pas 25 710 €, vous êtes éligible à l'option pour le versement libératoire de l'impôt. Donc dans ces cas-là, votre impôt, vous allez le payer à hauteur de 2,2%. Et ça se paye en même temps que lorsque vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Ça veut dire que vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous allez avoir vos 21,1% de charges sociales, les 0,2% pour le centre de formation et la contribution de formation professionnelle, et vous aurez vos 2,2% de paiement des impôts. Et ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et ça peut être, en fait, il faut faire le calcul. Quelle est votre imposition actuelle, et si vous ne dépassez pas le plafond, ça peut être intéressant. Sachant, attendez, qu'ici, c'est le plafond de l'année N-2. Donc peut-être que là, vous gagnez plus votre vie et que vous vous dites, non, je dépasse le plafond, mais non, il faut prendre le plafond de la vie fiscale N-2. Et c'est là où moi j'aurais aimé être bien conseillée. Pour l'histoire, moi j'avais fait une première création d'entreprise en 2013, j'ai donc travaillé plusieurs années, puis après j'ai fait une cessation d'activité quand j'ai pris mon congé parental, et en mai 2017 j'avais recréé du coup ma micro-entreprise. Donc là, comme il n'y avait que le revenu de mon mari à ce moment-là, bien évidemment, ça ne sert à rien de prendre le versement libératoire, parce que ça m'aurait fait payer des impôts, alors qu'à ce moment-là, nous n'étions pas imposables. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma part, ce qui fait que j'ai fait rentrer de l'argent, donc mon chiffre d'affaires a augmenté, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à payer des impôts tous les deux. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que, si j'avais anticipé et si on m'avait bien conseillé, parce que j'avais été voir des comptables quand même, et des comptables qui visiblement ne connaissaient pas le régime micro-entreprise suffisamment pour bien me conseiller.
S'il m'avait bien conseillé, il m'aurait dit voilà, aujourd'hui, Madame Sarrazin, vous payez des impôts par rapport au chiffre d'affaires que vous déclarez. Vous payez à hauteur de 8%, de 10%, etc. Alors que vous pourriez être imposable à 2,2%. Sachant qu'il fallait effectivement pas qu'on dépasse le revenu fiscal de référence, mais donc pour 2 personnes avec un enfant, c'était bon. On était dans les clous, et à N-2, je ne dépassais pas. Et en fait, pendant 2 ans, comme ça, j'aurais pu bénéficier de ce versement libératoire et économiser plusieurs milliers d'euros. Donc le versement libératoire, ne le prenez pas si vous n'êtes pas imposable. Puis quand vous allez commencer à être imposable, ou si vous anticipez que vous allez devenir imposable à cause de vos revenus de micro-entreprise, eh bien faites le calcul. Donc soit demandez à quelqu'un de votre entourage qui se connaît bien dans les impôts, ou carrément demandez un rendez-vous chez un comptable. Bien ça, on en reparlera dans le mot de la fin. Donc vous voyez que voilà, cette option du versement libératoire des impôts, elle peut être intéressante dans certaines situations, mais il ne faut pas le prendre dès le début. Surtout si vous n'êtes pas imposable, ça ne sert à rien. Donc si vous faites sans cette option de versement libératoire, vos impôts sur le revenu sont calculés sur la base de votre chiffre d'affaires, et les impôts vont appliquer un abattement. Donc pour les professions libérales, il y a un abattement de 34%. Donc si on rapporte ça à des chiffres un peu plus gros, 10 000 euros, les impôts enlèvent 3 400 et vous êtes imposable sur 6 600. Et les impôts vont considérer que votre revenu, que votre bénéfice, c'est 6 600 euros. Et tout à l'heure, je vous disais que bien que vous ne puissiez pas défalquer vos frais professionnels, les enlever, les déduire de vos recettes, vous avez justement cet abattement-là qui va vous permettre de compenser. Et dans les charges, on inclut les charges sociales, et puis les achats, l'essence, tout ce qui va, même l'électricité, les lessives que vous allez faire pour laver vos draps, etc. Ce qui est important, c'est de tout comptabiliser, mais on va parler de la comptabilité après. Donc si vos charges sont contenues dans ces 34%, là, les choses sont bien faites et vous êtes imposé sur véritablement vos revenus. Puisque si toutes vos dépenses, une fois déduites de vos recettes, ce qui reste, ce sont vos revenus, et après vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est important de comprendre ça et de faire attention du coup à ne pas avoir trop de dépenses, en tout cas pas au-delà de 34%. Si vous dépassez largement les 34%, soit il y a un problème de gestion, soit ça veut dire que le statut de micro-entreprise n'est plus adapté à votre situation, et dans ces cas-là, c'est auprès d'un comptable qu'il faudra réajuster les choses et du coup vous faire conseiller par rapport à votre projet. Donc juste, je reviens sur les impôts et par rapport à la déclaration. Dans le cas du versement libératoire, alors si vous l'avez pris, vous aurez quand même quelque chose à cocher sur votre feuille d'impôt pour justement dire que vous avez déjà payé et que vous ne payez pas une deuxième fois. Si vous n'avez pas le versement libératoire, lorsque vous allez faire votre déclaration, à un moment donné, vous avez la possibilité de cliquer pour ajouter d'autres feuillets. Et donc ici, il faudra cliquer pour avoir accès aux revenus non commerciaux professionnels. Un site que je peux vous conseiller, c'est le site de portail-auto-entrepreneur.fr. Chaque année, je pense à le regarder parce que justement, ça m'aide à savoir quelle case je dois mettre mon chiffre d'affaires et ne pas mettre mon chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des cases qui se ressemblent et il y a quelques petits pièges à éviter. Donc si vous avez besoin de faire votre déclaration en ligne, sur ce site, ils remettent tout pas à pas, ça vous simplifie la vie. Je vous ai mis en haut à droite de ce PDF justement un petit article pour savoir si oui ou non c'est intéressant d'opter pour le versement libératoire. Mais bon, déjà avec l'expérience que je vous ai partagée, ça vous donne pas mal d'informations, mais n'hésitez pas à lire également cet article. Donc maintenant on passe à la comptabilité. Oui, je sais, c'est une vidéo qui n'est pas forcément très glamour, très divertissante, mais elle doit vous intéresser si vraiment vous voulez être à votre compte, parce que vous allez être le gestionnaire de votre entreprise. Donc vous êtes la personne qui a besoin d'avoir toutes ces informations. Quelles sont vos obligations comptables en tant que micro-entrepreneur? C'est d'avoir un compte bancaire dédié, de tenir un livre des recettes, de facturer vos clients et de déclarer votre chiffre d'affaires, bien évidemment. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Le livre de recettes, donc c'est là où vous avez les listés de manière chronologique
eh bien tout ce que vous avez encaissé par rapport aux prestations que vous avez proposées. Donc j'ai fait un soin le 10 janvier à un tel, c'était une séance de magnétisme, ou une séance coupe-feu, ou une séance à un enfant, voilà, après c'est vous qui allez, on va dire, catégoriser le type de soin que vous faites, et puis en face, vous allez mettre le montant que vous avez encaissé. Ici, je précise que quand on débute en micro-entreprise, vous facturez tout en TTC, en toute taxe comprise, et vous ne collectez pas la TVA. On verra ça ensuite avec les plafonds, mais au début, vous ne collectez pas de TVA, donc ça veut dire que le prix hors taxe et le prix TTC sont identiques. Si votre séance elle est à 50 € ou 60 €, voilà, c'est 50 € hors taxe et ce sera 50 € TTC. Donc pour votre livre de recettes, et justement, moi je vous propose de télécharger un livre de recettes Excel, ça fait tout à fait l'affaire, j'ai encore vu mon comptable là récemment, il m'a dit un fichier Excel c'est suffisant. Donc par rapport à ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, et moi ce avec quoi j'ai travaillé pendant des années, eh bien c'est justement ce fichier Excel. Donc là vous modifierez l'année, vous avez déjà le mois, donc par exemple ici, allez, j'enregistre la vidéo, on est le 16 janvier. Donc référence de la pièce, c'est si jamais vous avez une référence, je n'ai jamais de référence à mettre dans cette case. Et puis on va mettre Josette Dupont, elle a eu une séance de magnétisme, quantité 1, la colonne quantité n'est pas forcément nécessaire, et puis on va mettre 50 €, puis le mode d'encaissement, est-ce que c'était par chèque, en espèces? En général, c'est les deux modes privilégiés, mais il y a aussi le virement, donc là je vais mettre espèces. Et donc à la fin du fichier, vous voyez, hop, ça m'a automatiquement calculé les 50 €. Donc ici, vous imaginez que vous allez donc lister toutes les recettes, toutes les prestations que vous avez encaissées. Et ici, le montant, en fait, j'ai pas une colonne qui précise le hors taxe ou le TTC, en fait, voilà, c'est le même montant dans tous les cas. Donc, c'est 50 € et vous aurez juste à prendre ce qu'il y a dans le bas de votre colonne, ici, et ça vous servira ce fichier-là pour faire votre déclaration auprès de l'URSSAF, ça va être très 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 utile. Et du coup, sur ce fichier Excel, ce qui va se passer, c'est que vous avez le petit récap dans le dernier onglet, récapitulatif, et en fait, par rapport à ce que vous aurez déclaré dans votre tableau, vous allez avoir vos trimestres, et donc par exemple ici, là, je sélectionne mes 3 colonnes, et alors, si vous avez quelques connaissances en Excel, tant mieux. C'est pas Excel, c'est OpenOffice que j'utilise, mais c'est pareil. Faut savoir qu'ici, c'est pas forcément somme qui va s'afficher en bas. Je sais pas si vous voyez là ma souris qui bouge, il y a marqué somme 50 €. Si je fais un clic droit, je peux avoir nombre, valeur ou d'autres choses. Assurez-vous que vous soyez sur somme. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... Je fais, on va dire... ma feignante, j'écris juste 300 €. Imaginons c'est le total en fait que vous avez fait, et puis ici on a 1000 €. Voilà, on imagine que c'est le cumul. Donc automatiquement, dans ce tableau récapitulatif, vous allez avoir le total de janvier, février et mars, et quand vous sélectionnez les 3 cellules-là, ça vous met votre total, 1350. Du coup, ça vous aide, si vous avez bien fait votre suivi, ça vous aide ça vous simplifie la vie pour faire votre déclaration à l'URSSAF. Donc ensuite, dans vos obligations comptables, vous avez la déclaration de votre chiffre d'affaires. Donc là, vous vous basez sur votre fichier Excel. Et il y a la facture de vos prestations. Et là, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très réjouissant, mais c'est vraiment obligatoire. Et même si votre client... C'est pas un gros mot, client, c'est juste que... Moi, je parle du consultant par rapport à notre domaine d'activité. Mais un client, c'est, je veux dire, si on raisonne, on se met dans la tête d'un comptable, il y a le prestataire, celui qui reçoit la prestation, c'est un client. Si dans votre tête, vous avez une sorte d'association client égale vache à lait, c'est qu'il y a un problème de relation à l'argent. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc client, c'est pas un gros mot, ça permet juste de définir qui est qui dans la relation. Donc après, si vous préférez parler de consultant, il n'y a pas de souci. Même si votre client, votre consultant ne demande pas de facture, vous êtes obligé d'éditer une facture. Vraiment, vous êtes obligé. Donc je vous ai préparé une petite facture, on va regarder ça ensemble, et bien sûr, libre à vous de la mettre à votre goût. J'ai fait quelque chose d'assez simple, d'assez basique.
Là, vous pouvez mettre d'ailleurs en haut à gauche ou en haut à droite votre logo, si vous avez un logo. Et donc bien sûr, il faut rappeler les informations essentielles, le nom de la micro-entreprise qui va être peut-être précédé de EI, en tout cas le EI sera mis quelque part, l'intitulé de la profession, votre numéro SIRET, adresse mail, vos coordonnées, et vos factures doit y avoir un ordre chronologique. Et à l'époque, on enregistrait les factures dans un chrono, c'est-à-dire que facture 001, eh bien, pour un tel et tel montant, facture 002, 003, tous les numéros de vos factures doivent se suivre, parce que justement, ça permet bien d'éviter le black, et qu'au niveau de la fiscalité, eh bien, vous soyez clean. Donc, il ne doit pas y avoir de trou dans la numérotation de vos factures. Donc, une facture doit avoir un numéro, doit rappeler les informations de votre client. Émis, je vous ai mis, émis le, c'est la date de création de la facture. Donc aujourd'hui, admettons, voilà, on est le 16 janvier, j'ai créé le 16 janvier, mais le soin, je l'ai fait le 10 janvier, parce que vous n'êtes pas obligé de faire votre facture le jour même de la prestation. Vous vous dites, voilà, chaque fin de semaine ou chaque fin de mois, si ça vous va, eh bien, vous établissez vos factures. Dans ces cas-là, il faut préciser que la date d'exécution, c'était le jour où la prestation a été réalisée. Donc elle peut être antérieure à la date où vous faites votre émission de facture. Donc ça, c'est pas gênant. Ensuite, eh bien, vous indiquez la prestation. Donc dans votre modèle de facture, si vous faites que des séances de magnétisme, eh bien, vous indiquez là directement séance de magnétisme et on n'en parle plus. Quantité, 1. TVA 0%, vous n'avez pas de TVA à collecter. Prix unitaire, donc là, si je vous le fais, là par exemple, c'est 1. Prix unitaire, on reste sur 50 € dans mon exemple de tout à l'heure. Le hors taxe, eh bien c'est 50 € et le TTC, eh bien ce sera 50 € aussi. Si je vous avais fait la facture sur un fichier Excel, ça aurait été plus simple parce que ça vous aurait automatiquement rappelé les numéros, mais je vous ai fait ça sous Word parce que pour certaines personnes, c'est plus simple à utiliser. Et ici, vous avez la petite phrase importante sur votre facture qui met bien que vous êtes exonéré de TVA par rapport à l'article mentionné ici. Puisque les micro-entrepreneurs, tant qu'ils ne dépassent pas un certain plafond de chiffre d'affaires, sont en franchise de base de TVA. Donc vous n'avez pas besoin de collecter TVA, de vous en occuper. Je vous ai remis les informations légales que je mets systématiquement avec mon logiciel de facture. Donc même si votre client n'a rien demandé, vous êtes obligé de justifier de votre activité comptable auprès de l'administration fiscale et donc vous êtes obligé de justifier, de présenter des factures et vous devez les garder pendant 10 ans. Maintenant, parlons du compte bancaire. Donc là, le compte bancaire, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec un compte bancaire courant normal, c'est-à-dire j'en avais déjà un pour moi sur lequel je recevais mon salaire à l'époque, puis après sur lequel de toute façon j'utilisais ce compte-là pour me verser mon salaire. Donc c'était mon compte courant personnel. Et j'en avais ouvert un deuxième à la même banque, en fait, pour tout simplement toutes les activités de la micro-entreprise. Et pour ce compte, j'avais demandé une carte bancaire et un chéquier, donc je payais 2 cartes bancaires, mais c'était quand même pratique pour faire des achats liés à l'entreprise, et aussi j'utilisais ma carte bancaire pour payer mes charges sociales sur le compte, sur le site de l'URSSAF, parce que vous pouvez payer par carte, ou payer par prélèvement, par mandat, pour être prélevé directement sur votre compte bancaire. Pendant longtemps, j'ai payé par carte bancaire, et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais tiens, je vais payer par prélèvement automatique, et le mois d'après, j'ai mon banquier qui m'appelle en me disant « J'ai vu que vous aviez des prélèvements de l'URSSAF, vous devez avoir un compte professionnel. » Et donc là, j'ai pas eu d'autre choix que d'avoir un compte professionnel qui vous coûte beaucoup plus cher, vraiment. C'est-à-dire que vous faites un virement, le virement sur le coup il est gratuit, mais à la fin du mois, vous payez un pourcentage par rapport aux sommes que vous avez versées. Donc en fait, tout ce que vous faites sur un compte professionnel, c'est payant. Donc c'est un compte qui est aussi plus cher au mois ou au trimestre. Donc moi j'ai bénéficié d'une réduction que j'avais négociée du coup avec ma conseillère, mais au lieu de payer 48 € par trimestre, je suis à la banque postale, au lieu de payer 48 € par trimestre, donc j'ai 24 € par trimestre. Mais quand on passe juste je paye ma carte bancaire à 32 € à l'année, à je paye 24 € par trimestre, plus tout ce qu'on appelle les assiettes, les commissions sur l'assiette. Donc l'assiette, que ce soit en banque, en assurance, c'est en gros tout ce qu'on a payé pour une certaine catégorie. Donc tous les virements que j'ai faits, donc l'assiette des virements que j'ai faits, on a une commission qu'on paye.
Donc on a des frais en plus. Donc c'est vrai que sur le coup, la pilule n'était pas très bien passée en me disant bon, je suis obligée. Et dans les faits, je veux dire sur le site Service public et des impôts, ils disent qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte professionnel. Sauf que en théorie, on n'est pas obligé. Sauf que dans les faits, les banques refusent de vous ouvrir un compte bancaire courant normal et vous obligent du coup à payer un compte bancaire professionnel. C'est plus intéressant pour eux en fait. Donc sachez-le, et tant que la banque à la limite ne vous dit rien, ou si vous lui dites voilà, mais je commence tout juste l'activité, je peux pas me permettre d'avoir des charges, non, vraiment pas. Donc, est-ce que vous voulez bien, au moins pour la première année, voire peut-être la deuxième, selon comment ça fonctionne, voilà, me faire souscrire simplement, me faire ouvrir simplement un compte courant normal. Il faut demander, il faut toujours négocier. Hein, les banquiers, ils ont pas les mains comme ça, liées, ils ont quand même la possibilité de faire certaines choses, donc il faut toujours négocier. On passe ensuite aux assurances. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos, mais j'ai travaillé en assurance de personnes. Donc j'ai travaillé dans l'assurance de prêt, les mutuelles. Donc on va dire c'est un domaine qui me touche de près et on va dire je suis assez avertie par rapport à ça. Et une chose qui reste importante à savoir, c'est que si vous exercez dans un lieu, vous avez besoin d'assurer ce lieu, forcément. Après, si vous faites du domicile et que vous allez chez les gens, là, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'assurance locative, ça vous fait des charges en moins. Et donc, si vous avez un lieu, vous êtes obligé de l'assurer et de l'assurer pour votre profession. Parce que si l'assurance vous demande des comptes par rapport à un dégât d'exo, etc., des fois, on va dire dans l'urgence, au téléphone ou dans les courriers, on dit bah ouais, c'est ma salle de soins qui a été inondée et là en fait ça va faire tiquer l'assureur. Il va se dire salle de soins, mais c'est son lieu de vie personnel. Pourquoi est-ce que c'est une salle de soins? Donc si c'est une activité commerciale ou professionnelle, c'est plus une assurance personnelle habitation, c'est une assurance professionnelle pour l'habitation. Donc ça, sachez-le. Autrement aussi, chose importante à savoir, qui n'est pas en lien avec les assurances, mais avec votre bail, c'est que si vous êtes locataire, il doit figurer sur votre bail locatif le fait que vous utilisez une de vos pièces à but professionnel. Si c'est pas marqué sur le bail, légalement, vous n'avez pas le droit d'exercer. Vous pouvez avoir des problèmes. Moi, je vous donne les infos, après, vous êtes libre de faire vos décisions. Si après vous êtes propriétaire, là, vous faites forcément ce que vous voulez, mais il faudra quand même assurer le lieu au niveau de l'habitation. Ensuite, une assurance qui est discutable et qui n'est pas obligatoire, qui est facultative, c'est l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette assurance-là, en fait, elle vous permet de dédommager la personne en cas de dommage corporel ou de dommage à ses objets. Pour le dommage corporel, si vous exercez votre activité de magnétiseur dans les règles de l'art, vous n'avez pas de risque de dommage corporel. Puisque un magnétiseur ne prescrit rien, vous n'êtes pas naturopathe. Un magnétiseur ne fait aucune manipulation physique, donc vous n'êtes pas rebouteux, vous n'êtes pas ostéopathe, vous n'êtes pas kiné, voilà. Mais si on reste dans les pratiques non réglementées, vous ne faites pas de shiatsu, vous ne faites pas donc d'ostéopathie, vous ne faites pas de reboutement, il n'y a pas de manipulation de pression sur le corps. La personne s'allonge, comme elle s'allongerait dans son lit, elle se relève et elle s'en va. Donc en termes de dommages corporels liés à l'activité en elle-même de soins, de séances de magnétisme, il n'y a pas de risque. Et si, je vous ai mis une petite phrase là, une situation qui ne peut pas arriver, donc étant donné que vous ne faites aucune manipulation physique, et l'effet rebond, parce que j'attends certains qui me disent « Oui, mais Lucie, l'effet rebond !» L'effet rebond où la personne peut avoir un état dégradé pendant 48 heures, c'est un état que tous les kinés connaissent, que la médecine connaît, puisque c'est une réaction du système nerveux autonome qui relance entre autres les processus inflammatoires, parce que ça fait partie des processus de régénération. Et donc ça s'explique par la médecine, et une fois que l'effet rebond est passé, la personne soit retrouve son état antérieur si le soin n'a pas réussi à aller plus loin, soit la personne elle a un mieux. Donc en fait l'effet rebond ne peut pas rentrer en ligne de compte dans ce qu'on va appeler les dommages corporels. Les dommages en tout cas causés à l'activité des séances de magnétisme. Donc ça c'est quelque chose qui peut pas arriver. Par contre les dommages corporels, qui sont liés à la chute, donc
on est dans une société où malheureusement les gens se dédouanent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut toujours un fautif, un coupable. Et c'est pas forcément les gens qui vont venir à votre cabinet qui vont être dans cette mentalité-là. Donc je donne un exemple, en ce moment il fait très froid, donc moi j'ai bien veillé à saler pour voilà, éviter qu'il y ait du verglas, que la neige fonde devant la porte du cabinet, pour éviter tout risque de chute et de glissade, parce que justement je suis responsable. Je veux dire, professionnellement je reçois des gens, je dois veiller à ce que l'accès à mon cabinet soit sans risque. Si malgré toutes les précautions que j'ai prises, eh bien une personne vient à se casser la figure, et admettons se casse le poignet ou se fait mal, et ben qu'à cause de ça, elle doit carrément faire une déclaration à l'assurance. Je ne saurais pas, par exemple parce qu'il y a aussi une casse de lunettes par exemple, et que la personne déclare, voilà, en allant chez mon magnétiseur, eh bien je suis tombée et j'ai cassé mes lunettes. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va pas penser à se retourner contre le magnétiseur, non, mais l'assurance, oui, elle va se retourner contre l'assurance de responsabilité professionnelle que le magnétiseur a ou pas souscrit. Et si vous avez souscrit votre assurance, et bien dans ces cas-là, c'est votre assurance qui va couvrir les dommages, les frais. Mais si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, vous paierez de votre poche. Donc, y compris les frais médicaux des fois. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, elle est facultative, mais elle est fortement conseillée. Donc l'autre chose aussi, on va reprendre tout simplement l'exemple des lunettes. Là, c'était lié à la glissade, à la chute à l'extérieur, mais admettons la personne, elle est dans votre cabinet. Pour je ne sais quelle raison, vous faites une fausse manip et vous écrasez ses lunettes, vous faites tomber son téléphone qui casse. Et bien dans ces cas-là, c'est votre RCP, votre responsabilité civile professionnelle qui va prendre en charge les frais. Comme on le ferait en fait votre responsabilité civile personnelle que vous avez avec votre assurance habitation la plupart du temps. Donc pensez à ça, et je vous ai mis du coup le site de chez amavi.org qui propose un tarif, franchement c'était je crois 160 € à l'année, ça reste raisonnable, et en fait du coup c'est pas Amavi directement qui vous assure, c'est Hiscox. Et si vous êtes à la Massif, sachez que la Massif fonctionne aussi avec Hiscox, donc moi c'est ce que j'ai fait. Comme tous mes contrats d'assurance perso sont à la Massif, eh bien j'ai souscrit en pro, voilà, auprès d'Hiscox. Par contre, sachez que c'est moins cher chez Amavi, voilà. Mais je dois payer 268 €, sachant que j'ai la responsabilité civile plus la protection juridique. Parce que moi je me dis, bon, l'assurance, on espère toujours que ça ne sert jamais, et le jour où ça sert, eh ben, on est bien content d'avoir, on va dire, des petits plus. Ça veut dire que s'il y a jamais une procédure judiciaire, eh bien la protection juridique est censée accompagner et prendre pas mal de choses en charge. Donc moi j'ai directement pris la PJ, la protection juridique en plus, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que je paye un petit peu plus cher. Donc voilà, vous savez que vous avez en tout cas ce lot d'assurance là qui, alors obligatoire pour le lieu, fortement conseillé pour la RCP, et voilà, facultatif pour la protection juridique. Voilà. Après, si ça vous fait rajouter 50 ou 60 € et vous consentez à les payer, vous dites ok, voilà, c'est vous qui jaugez, c'est vous qui étudiez, et puis après, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a souscrit un contrat qu'on peut plus jamais le modifier, et d'une année à l'autre, vous pouvez revenir et puis ajouter des options. D'autres assurances qui là sont liées à l'assurance de personnes, eh il y a la prévoyance et la mutuelle. On va faire un petit zoom. La mutuelle, peut-être que vous n'en aurez pas besoin si vous avez encore une activité salariée, ou si, en fait, et moi personnellement c'est ce que j'ai fait, ma mutuelle, eh bien je suis rattachée à mon conjoint qui a une mutuelle obligatoire collective avec son employeur, et c'est tellement plus intéressant financièrement d'être rattachée à la mutuelle de mon mari que j'allais pas en souscrire une pour moi. Ça n'avait aucun intérêt. Donc des fois, il faut essayer de penser, on va dire, out of the box, hein, donc en dehors du cadre, pour se dire, voilà, pas besoin après de cocher toutes les cases. Et si vous avez déjà une mutuelle parce que vous avez encore une activité salariée, gardez-la. La plupart du temps, c'est carrément plus avantageux. Il y a la moitié qui est prise en charge par votre employeur. En général, on a une couverture plus intéressante que si on avait souscrit soit tout seul. Regardez comment vous êtes déjà couvert. Pour la prévoyance,
Ça, c'est un peu plus important, mais ça va dépendre aussi bien on va dire, du pourcentage que vous allouez à votre activité de magnétiseur. Parce que si vous êtes encore salarié, que vous tombez malade ou que vous avez un accident, eh bien, vous allez avoir des indemnités journalières par la Sécu ou votre caisse d'assurance maladie, mais qui va être donc connectée à votre activité salariée. Et peu importe finalement votre activité à côté en micro-entreprise, vous avez encore cette possibilité de recevoir des IJ par votre caisse d'assurance maladie principale, enfin de salariat. Par contre, le jour où vous faites la bascule complète, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'activité salariée et que vous êtes 100% profession libérale, eh bien, si un jour vous avez un accident ou une maladie longue durée, eh bien, ça va être important d'avoir une prévoyance. Donc là, il y a là aussi où il y a vraiment un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit qui est vraiment différent quand on est à son compte. Ça m'arrive comme tout le monde d'être malade et d'avoir une semaine où je suis pas bien. Il n'y a pas d'arrêt maladie. Pour moi. Il n'y a pas d'arrêt maladie. Je peux aller voir mon médecin, mais il ne fait pas d'arrêt maladie. En septembre dernier, je m'étais coupé le doigt avec le couteau à pain. Et le chirurgien m'a fait rigoler. Donc samedi matin, bien évidemment, début de week-end, je ripe avec le couteau, j'ouvre le doigt, je vois que c'est blanc, je fais bon, chérie, il faut tout de suite aller à l'hôpital, j'ai coupé quelque chose. Donc les urgences, j'y passe toute la journée, ou presque. Le temps qu'ils préparent le bloc, l'anesthésie, et puis voilà, il y avait du monde avant moi. Et il me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je dis je suis magnétiseuse en profession libérale. Il dit je vous fais pas d'arrêt de travail alors. Non non. Et le lundi, j'ai pas décalé mes rendez-vous, j'ai travaillé, ça m'a pas empêché de travailler. Alors que, je vais être honnête, j'aurais été salariée dans les assurances. Je sais, il aurait fait un arrêt de travail et je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Voilà. Donc, quand on est à son compte, il y a des choses qu'on prend un peu plus encore en charge et on ne se laisse pas abattre au premier petit truc ou au premier petit virus. Évidemment, on ne va pas contaminer les gens. Donc, quand je suis vraiment malade, en fait, alors si je suis qu'un tout petit peu malade, je mets mon masque, comme ça je protège la personne. Et si j'ai vraiment la crève, du coup, je décale tous mes rendez-vous. Donc, j'ai double de travail la semaine et les 2 semaines qui suivent. Et puis la semaine où je suis malade, je me repose, je fais quand même mes mails, parce qu'on a quand même un peu de travail à faire, et juste j'ai pas de rendez-vous pour me reposer le plus possible physiquement, mais je vais pas enclencher mon assurance, ma prévoyance. La prévoyance, elle est là si vraiment j'ai un accident, on va dire, pas qui m'invalide au sens invalidité, mais qui m'empêche de travailler plus de 15 jours, voire plus de 3 semaines. Parce que j'estime qu'une semaine, je vais la rattraper. 2 semaines, je vais même encore la rattraper. Parce que, par exemple, c'est comme quand on prend des vacances, quand on est à son compte. Eh bien, quand on est en vacances, on ne gagne pas d'argent. Donc, on prend des vacances quand on peut, quand on estime que c'est possible économiquement, financièrement. Donc, c'est pareil, quand on tombe malade, on sait que c'est possible, on sait que ça va arriver, et on ne va pas déclencher tout de suite l'assurance prévoyance. Par contre, comme on sait malheureusement qu'on peut se faire tomber, enfin qu'on peut tomber malade gravement, et je pense notamment à la maladie comme le cancer, et que ça, même si on a une super hygiène de vie, on n'est pas garanti qu'on y échappe. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux être couvert. Et je rappelle, c'est si vous êtes intégralement en profession libérale, comme c'est mon cas. Je vais pas trop vous barber avec ça, mais par exemple, si j'ai un accident très important, je sais pas, moi je me fracture le bras, là je ne peux pas travailler. Si je me fracture par contre la jambe, ça m'empêchera pas de travailler. On va compléter avec la Sécu, la Sécu nous verse quand même quelque chose à nous en profession libérale, mais c'est un calcul qui se fait en fonction du chiffre d'affaires que vous avez, je crois, sur les 3 dernières années. Ils font une moyenne, après il y a un pourcentage. C'est pas très favorable, c'est pas trop à notre avantage, donc faut pas compter sur la Sécu pour les IJ, c'est pas du tout comme les salariés, donc on est vraiment perdant, donc on a besoin d'avoir une prévoyance. Et moi, ma prévoyance, je l'ai prise chez Allianz, mon ancien employeur, parce qu'ils avaient des tarifs super intéressants et qui prennent en charge les magnétiseurs, parce que tout le monde, tous les assureurs ne prennent pas en charge les magnétiseurs. Le pourquoi est très simple, c'est que en fait, en assurance, prévoyance, invalidité, on étudie le risque. Quand un assureur pose un tarif, c'est qu'il a étudié quel était le risque en fait d'indemniser.
Voilà. Donc ils évaluent le métier. Donc un kiné par exemple, c'est une catégorie 1, un ostéopathe aussi, et ce sont des métiers qui ont été analysés et étudiés par les assurances. Et donc les assurances proposent de quoi assurer des ostéopathes et des kinés. Le souci, c'est que le métier de magnétiseur, même si c'est un métier qui est vieux comme le monde, eh bien sur la place, on va dire, légale, juridique, officielle, eh bien c'est un métier qui est encore récent. Et du coup, les assureurs en prévoyance n'ont pas pris le temps d'étudier le risque lié à la profession de magnétiseur. Et donc tout simplement, alors même que si on réfléchit, moi j'ai été dans le métier, donc juste quand on réfléchit en termes de risque professionnel, de santé du travailleur, il y a carrément moins de risques même qu'un kiné. On fait pas de manipulation forte, donc on va pas s'user les tendons même comme un kiné ou comme un ostéo. Donc ça veut dire que en termes de risque de tomber malade, un magnétiseur, eh bien, n'a que très peu de risques. Donc on devrait pouvoir être assuré chez tout le monde, sauf que voilà, comme je viens de vous le dire, tous les assureurs n'ont pas pris le temps de faire ça, donc forcément il y a des assureurs qui vous refusent. Donc sachez que chez Allianz, vous pouvez être assuré. Et pour vous donner une idée, moi je paye 135 € par mois de prévoyance. Voilà. Donc après, dans ma prévoyance, j'ai aussi les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, aussi en cas d'invalidité. Et j'ai assuré aussi mon dos, parce que tout ce qui est hernie discale, tout ça, ce que vous verrez, bref, vous avez des options à prendre. J'ai pris ce qu'était le dos, et j'ai pris aussi l'option décès. Voilà, comme ça, ma famille est couverte, et moi j'ai fait ce qu'il fallait faire, et 135 €, j'ai trouvé que ça correspondait bien aux options que j'avais souscrites. Donc on va maintenant passer à cette histoire de plafond, et en quoi ça consiste. Eh bien, un micro-entrepreneur, donc pour rester en micro-entreprise, il y a un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Tant que vous restez en dessous de 77 700 €, eh bien, vous ne sortirez pas du régime de la micro-entreprise. Mais il y a des petites nuances que je vais vous apporter. Donc ce plafond, il est valable du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que si vous déclarez votre entreprise et votre création de micro-entreprise au 1er avril, je vous ai mis un exemple avec les prorata, eh bien le plafond de 77 000, il va être proraté à 58 275 € puisque vous n'aurez que 9 mois d'activité. Et alors que certaines personnes se disent, mais ça c'était surtout valable chez les artisans et les commerçants, ils se disent, ah chouette, genre par exemple, ils déclaraient leur activité le 1er novembre de l'année, donc il restait un mois à faire sur l'année, mais ils considéraient qu'ils avaient le droit à leur plafond de 140 000 et quelques euros, et ils y allaient à fond, et en fait, ça les faisait sortir du régime micro, parce qu'ils avaient éclaté le plafond. Donc sauf que, il y a quand même encore une autre précision à donner, c'est-à-dire que même si vous dépassez une fois ce plafond, vous n'allez pas sortir automatiquement du régime de micro-entreprise. Pour vraiment sortir, être expulsé du régime micro, il faut dépasser 2 années de suite ce plafond. C'est-à-dire que il faudrait qu'en 2022 par exemple, 2022 vous dépassez le plafond, 2023 vous dépassez à nouveau ce plafond, et donc au 1er janvier 2024 vous sortez du régime micro. Et ça c'est fait automatiquement. Voilà, les URSSAF vont dire vous avez dépassé 2 fois, vous sortez du régime micro. Mais si par exemple en 2022 vous dépassez le plafond, en 2023 vous êtes en dessous du plafond, en 2024, vous redépassez le plafond, et bien comme ce ne sont pas 2 années consécutives, vous pouvez rester en régime micro, il n'y a pas de souci. C'est simplement que vous verrez que, et je vous en parlerai du coup dans la deuxième partie de vidéo que j'ai prévu de faire, c'est que moi cette année je suis sortie du régime micro-entreprise, donc depuis le 1er janvier je suis une entreprise individuelle au régime réel. Donc je peux défalquer mes frais professionnels et ça je suis trop contente. Parce que justement mes frais commençaient à être plus importants que les 34% et c'est plus intéressant aussi par rapport aux impôts. Donc vous êtes tranquille, vous ne risquez pas tout de suite de sortir du régime micro et en plus il faudrait dépasser le plafond 2 années consécutives. Par contre, ce qui va vous arriver assez, on va dire, si c'est uniquement intégralement votre activité, ça peut très probablement vous arriver parce que le deuxième plafond auquel il va falloir faire attention, c'est le seuil de franchise de TVA. Donc si vous en faites votre activité principale d'être magnétiseur, je vous le souhaite, il va arriver à un moment donné,
eh bien, que vous dépassiez le seuil de franchise de TVA qui est à 36 800 €. Alors si c'est un dépassement ponctuel et que la ligne de progression de votre chiffre ne va pas continuer de grandir et que en fait c'était juste, vous avez eu des revenus exceptionnels par rapport, je sais pas moi, à une offre, à un lancement de quelque chose que vous avez fait, et que vous savez qu'après ça va, on va dire, se remettre normal, dans ces cas-là vous avez un autre plafond qui est à 39 100 €, c'est le seuil majoré de franchise. C'est uniquement pour les micro-entreprises qui exceptionnellement ont eu un revenu un peu plus élevé, mais il ne faut quand même pas dépasser 39 100 €, sinon vous êtes assujetti à la TVA, à la collecte de TVA. Dans tous les cas, si vous dépassez 36 800 et que en fait, votre chiffre d'affaires d'année en année va se maintenir et que de toute façon, au bout d'une année, vous dépassez systématiquement en gros 37 000 €, ben vous allez continuer de collecter la TVA, et là, dans ces cas-là, eh bien, ce sera intéressant de vous rapprocher d'un comptable. Moi, j'ai tout fait par moi-même parce que je suis très autodidacte, je me renseigne à fond. Et donc, si vous dépassez systématiquement ce seuil de franchise de base en TVA, eh bien, vous devrez facturer la TVA. Donc, ça veut dire que vous allez collecter la TVA et vous aurez une déclaration de TVA à faire chaque mois sur ce que vous avez facturé. Et je précise, sur ce que vous avez facturé et non pas ce que vous avez encaissé. Admettons, c'est fin de mois et vous avez fait donc une prestation un 30 du mois. Vous avez facturé 60 € et la personne, elle vous paye en chèque. Donc, vous ne pouvez pas déposer l'argent, enfin vous allez déposer votre chèque, mais il ne sera encaissé très probablement que le mois d'après. Ça veut dire que eh bien, il va quand même falloir déclarer à la TVA ce que vous avez facturé sur le mois. Donc, des fois, entre ce qu'on a facturé et ce que l'on a encaissé, on a une différence, mais bon, pour ça, il vous faudra un autre fichier Excel, c'est pas très important pour l'instant pour vous, mais sachez que il sera donc fortement recommandé de prendre conseil auprès d'un comptable qui vous explique comment faire votre déclaration de TVA, parce qu'il faut aller sur le site, dédié à ça, le site des impôts, il faut avoir un compte professionnel. De toute façon, d'ailleurs, pour revenir à ça, puisque vous allez peut-être payer de la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, il faudra vous créer sur le site impôts.gouv.fr, il faudra vous créer un compte professionnel. Bon, chaque chose en son temps, et si un jour vous êtes assujetti à la TVA, eh bien c'est sur ce même compte professionnel des impôts que vous faites votre déclaration de TVA. Donc ça voudra dire qu'il faudra faire évoluer vos factures, que votre tarif hors taxe sera différent de votre tarif TTC. Donc moi, les consultations, pas les premières consultations, mais les consultations suivantes sont à 60 € au cabinet. Je ne touche pas 60 €, je touche 50 €, je collecte 10 € de TVA, et donc mon chiffre d'affaires, c'est tout ce que j'ai encaissé en hors taxe. Donc ça, c'est important. Et ça m'avait demandé un petit peu de temps quand même de m'habituer. Avant, je me disais, tout ce que j'encaissais, c'était mon chiffre d'affaires, et tout ça, c'était tout le TTC. Et après, ça a pris un peu de temps pour que mentalement je me mette à jour, pour me dire « Ah oui, non, là j'ai pas gagné 60 €, j'ai gagné 50 ». Et ça fait bizarre, mais c'est comme ça. D'où le fait que pendant 2 ans, eh bien, j'ai progressivement réaugmenté mes tarifs en fait pour m'y retrouver, parce qu'en fait avant, quand je faisais payer, avant je faisais payer 50 €, je gagnais 50 €. Quand après je suis passée à la TVA, je ne gagnais plus 50 €. Je gagnais donc, si on fait 50 divisé par 1,2, je gagnais 41,67 €. Donc je gagnais quasiment 9 € de moins. Donc forcément, ça s'en ressentait. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident à justifier auprès de ces consultants, de ces clientèles, mais si économiquement ça vous fait perdre trop d'argent et ça fait trop monter les charges, c'est normal en fait de répercuter à un moment donné sur les tarifs. Et aujourd'hui, je suis à 60 € pour les consultations suivantes et je reste là. Moi, tant que je peux rester à ce tarif-là, c'est très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent beaucoup moins, il y a des personnes qui prennent beaucoup plus. Chacun travaille aussi comme il le souhaite. Mais moi, pour information, mes premières séances sont à 80 €, mais la personne, elle reste 1h30 avec moi. Et donc 80 € pour 1h30, c'est pas tant.
Sur les séances d'après où la personne reste entre 1h15 et 1h30. Donc on va dire que moi j'aime prendre le temps de travailler dans la profondeur et donc il faut quand même que mes tarifs reflètent un petit peu non seulement le temps que je consacre mais aussi la qualité que je consacre dans mes séances. Donc voilà, tout ça c'est pour vous donner des outils pour mouliner et avancer dans vos réflexions parce qu'il va falloir que vous fassiez aussi élaborer un tarif pour vos séances. Et vos tarifs, il faut les baser sur ce qu'il y a de plus rationnel, c'est-à-dire est-ce que vous avez des charges et si oui, faut au minimum couvrir vos charges. Et comme le but c'est vous dégager un petit peu de revenus, il faut que vous fassiez une marge. Donc voilà, il faut faire vos calculs. Donc voici enfin le mot de la fin, puisque cette vidéo était déjà assez longue, c'est chercher les bons interlocuteurs. Vraiment, moi ce qui m'a fait le plus défaut dans mon installation et dans le fait aussi de faire vivre l'entreprise et de savoir trouver les bonnes solutions, ce qui était adapté en fonction de la croissance de mon entreprise, j'ai eu des défauts. J'ai été en défaut de conseils, de bons conseils. Figurez-vous, j'ai quand même vu 2 comptables, et les 2 ont raconté des âneries. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Il faut que si vous consultez un comptable, que vous lui expliquez que c'est en régime micro. Les comptables en général, en fait, ils ne s'occupent pas des micro-entrepreneurs, donc ils ne connaissent pas beaucoup ce régime-là, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire de bilan comptable. Donc un micro-entrepreneur n'a pas d'obligation légale d'avoir un comptable. Sauf que quand même, la meilleure personne placée pour faire un conseil en termes de estimer les charges, vous aider à calculer quels sont les tarifs que vous pourriez faire, etc., ça reste le comptable. Donc il faut quand même, lorsque vous sondez votre entourage, peut-être que vous avez déjà des personnes qui sont en profession libérale, c'est de leur demander les coordonnées de leur comptable et de vérifier au passage, est-ce que vous connaissez quand même bien le régime micro, parce que j'ai ce projet, je veux me lancer, mais je me pose des questions, j'ai besoin de conseils. Voilà, une des choses qu'on m'avait dit, donc je citerai pas le nom de la comptable parce que c'est vrai que ça fait un peu, c'est pas cool. Enfin, je lui avais demandé comment ça se passe le jour où je dépasse le seuil pour la TVA. Elle m'a dit, vous payez de la TVA rétroactivement depuis le 1er janvier de l'année en cours. Donc dans le concret, moi, ce qui s'est passé, c'était en 2021, je crois, que j'ai dépassé le seuil de TVA courant août. Ça aurait voulu dire que sur tous les euros de chiffre d'affaires que j'avais fait avant, il aurait fallu appliquer la TVA. Et sauf que, du coup, je m'en suis rendu compte par moi-même, c'est pas possible en fait, puisque j'avais déjà édité toutes mes factures et on ne peut pas remodifier une facture. Et en fait, on commence à facturer la TVA à partir du premier euro qui dépasse le plafond. Donc dans mon cas, j'ai appelé le centre des impôts, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut faire, quand on dépasse le seuil, on appelle les impôts. Ils vous demandent quel régime vous voulez, donc il faut quand même prendre conseil auprès de votre comptable, c'est mieux. Et vous disent, du coup c'est fait, je vous ai créé votre numéro de TVA et de collecteur de TVA, et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire figurer sur vos factures votre TVA. Donc en fait, moi concrètement, ma TVA, j'ai commencé à la facturer au 1er septembre, tout simplement. Et puis pas du tout sur les mois qui précédaient, c'était pas du tout à effet rétroactif. Donc vraiment, il faut faire attention à s'assurer que le comptable il connaît bien votre régime micro. L'autre chose aussi, c'est n'hésitez pas d'appeler votre CFE, donc là le Centre des formalités des entreprises, mais aussi, pourquoi pas, la Chambre des arts et des métiers, la Chambre aussi du commerce et de l'industrie, parce qu'ils peuvent proposer gratuitement des formations sur la création d'entreprises. Certaines sont gratuites, mais certaines sont payantes, mais peuvent être prises en charge par le CPF. Et vraiment, c'est super important parce que là, vous allez rentrer dans le détail sur comment tenir la comptabilité. Moi, évidemment, je suis là pour vous donner des informations essentielles, mais je ne peux pas me permettre de rentrer dans le détail. Mais par contre, je peux vous aider à pointer du doigt la direction dans laquelle vous pouvez aller chercher des informations plus approfondies, plus précises et plus ajustées à votre situation. Donc même si vous êtes profession libérale, n'hésitez pas à appeler la CCI. Moi, je me sais qu'à l'époque à Nantes, quand j'avais lancé ma première fois ma micro-entreprise, et j'avais bénéficié de 3 jours de formation grâce à la CCI. Parce qu'en fait, c'était la CFE qui m'avait dit « appelez la CCI » parce que, en fait, ça concerne tous les créateurs d'entreprises.
quand ils font ce genre de formation. Donc surtout, n'hésitez pas à les contacter et à bénéficier des formations gratuites qui sont proposées. Et si vous êtes actuellement à Pôle emploi, vous allez avoir plein de formations qui vont vous être proposées. Même des fois, il y a des accompagnements sur la montée de votre projet. Ça va vous mettre en relation encore avec d'autres interlocuteurs, d'autres comptables. Ça va vous aider à faire votre business plan d'une certaine manière. Et donc ça, c'est vraiment très précieux. Donc n'hésitez pas à aller chercher ces infos, soit donc via le Pôle emploi, sinon via le centre des formalités ou la chambre du commerce ou la chambre des arts et des métiers. Et si dans votre entourage vous avez des personnes qui se sont déjà mises à leur compte, ça peut être intéressant de demander leur retour. Voilà, qu'est-ce qui a été important pour toi, qu'est-ce qui a été déterminant, qu'est-ce qui a été propulsant, ou qu'est-ce qui a été un frein justement quand tu as créé ton entreprise. Et d'écouter, voilà, de recueillir les informations, puis de prendre aussi ce qui va coller à votre situation, parce que tout ne va pas forcément correspondre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment clé, c'est vraiment déterminant. Chercher les bons interlocuteurs et avoir accès aussi aux bonnes sources d'informations, évidemment, c'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de balayer un certain nombre d'éléments et que cela a éclairci pour vous les marches à suivre, voilà, pour créer votre micro-entreprise et devenir officiellement magnétiseur à votre compte. Donc ça, c'est une première partie de vidéo. La seconde partie de vidéo sera bien évidemment sur comment faire pour se faire connaître, parce que c'est bien de créer sa micro-entreprise, encore faut-il la faire tourner, la faire fonctionner. Et pour ça, il va s'agir de communiquer et d'aller trouver, les personnes, vos futurs consultants. Et donc pour ça, il y a une méthodologie. Moi, je vous partagerai la mienne. Elle ne sera pas exhaustive, ce sera la mienne. Donc s'il y a d'autres façons que vous trouvez, c'est très bien. En tout cas, voilà, ce sera le sujet de la seconde partie. Et si vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que j'ai posé comme information ici, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'en tiendrai compte aussi pour la seconde partie de vidéo que j'ai à tourner, et ce sera l'occasion de pouvoir vous répondre en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, merci d'être encore là avec moi si c'est le cas, et bien sûr pour soutenir ma chaîne, mon travail, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, même de la commenter, de mettre un petit merci, ça la fait remonter dans l'algorithme YouTube, c'est important, et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, merci à vous.